Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du premier épisode de mon émission qui s'appelle L'entrée de la lecture. Vous savez parce que vous avez vu le titre. Donc, je me nomme Sean Parsons, je suis auteur et éditeur passionné de lecture et je vous présente les livres que j'ai lus au courant du mois de mars. Donc, on poursuit avec Star Wars New Jedi Order, le deuxième titre de la grosse série des New Jedi Order qui s'appelle Dark Tide One Onslaught. Vous vous rappelez un peu l'histoire, les Yuuzhan Vong ont attaqué la galaxie où se trouve la Nouvelle République, les restants de l'Empire. Et là, on suit les héros avec Luke et Jason qui enquêtent sur cette apparition de nouvelles races extraterrestres. On a Anakin Solo, le fils de Han Solo et de Leia Organa Solo, qui va avec Mara Jade, la femme de Luke Skywalker. C'est pas difficile à suivre, c'est juste qu'il y a beaucoup de personnages. On a Jaina avec Leia qui va avec une survivante de Belkadan qui était une planète dans laquelle il y avait un complexe avec des scientifiques qui a été attaqué. C'est même la première place qui s'est fait attaquer par les Yuuzhan Vong. Il y a aussi, il y avait deux Jedi, Corran Horn et Ganner, de Jedi Knights qui sont envoyés pour également enquêter sur une autre planète. Une autre chose de recommandation, c'est une très bonne série jusqu'à présent. Mot du sens parce qu'on parle quand même de deuxième. Si ça avait été pas bon au deuxième, on aurait de la difficulté à suivre pour le reste. Par rapport aux points positifs, j'aime que les sénateurs n'écoutent pas du tout Leia concernant l'envahissement des Yuuzhan Vong. Ils craignent de perdre le contrôle de la République. Par rapport aux politiciens, évidemment qu'ils ne croient pas Leia, qu'il y a une grosse attaque qui s'en vient, même s'il y a des vaisseaux de la République qui en ont contré, qu'il y a des Jedi qui sont contrés. Ils veulent pas le croire parce que justement, ils veulent pas perdre la face, ils veulent pas perdre le pouvoir qu'ils ont. Ils sont dans une petite bulle confortable. L'Empire est détruit depuis quelques années maintenant, donc ils sont au pouvoir et ils ne veulent pas le perdre. Ils veulent pas entendre qu'il y a une nouvelle menace qui arrive. Par rapport à ce que je disais, Ganner dit à Corran, ça c'est les deux Jedi qui sont envoyés en mission, que les Jedi ont gagné le respect en rétablissant l'ordre et en battant l'Empire. Corran retorque que c'est Luke qui a accompli ce fait seul. Donc, c'est parce qu'il y a un gros débat entre les Jedi qui parlent justement que c'est des guerriers, doivent utiliser la force pour contrer leurs ennemis. Mais Luke, lui, ce qu'il veut, c'est rétablir l'ordre Jedi selon le principe que c'est des philosophes, c'est des moines un peu. Ils utilisent la violence en gros dernier recours et c'est pas ce que les nouveaux Jedi Knights veulent nécessairement. Donc, ça qui est vraiment intéressant, c'est que justement, Ganner, un des Jedi qui évolue beaucoup après celui-là, dit justement ouais, on doit être fort, on doit utiliser nos pouvoirs, on doit contrer les ennemis parce qu'on est des guerriers comme Luke. Mais Luke, lui, dans l'épisode 4, 5, 6, était le seul Jedi contre l'Empire. C'était une arme qui a été modelée pour affronter l'Empire. Donc, lui, il a gagné le respect, mais pas les autres Jedi. Mais les autres Jedi prennent beaucoup trop pour acquis qui sont sur un gros piédestal comparé aux autres parce que c'est des Jedi, parce que Luke, qui est Jedi, a renversé l'Empire à lui seul, pratiquement, dans l'épisode 6. Très intéressant, la philosophie sur la force également. Anakin l'utilise au quotidien pour des tâches banales, genre lever des caisses, juste atteindre des objets qui sont un petit peu trop loin. Dans le fond, c'est un peu lâche. Là. La façon qu'il utilise la force, c'est pas comme... Il n'y a pas un lien philosophique. C'est vraiment juste un outil et c'est tout. Il la voit comme une alliée des Jedi, mais ne comprend pas qu'elle est plus importante que simplement faire des tâches, bouger des caisses, faire une tente. Comme Yoda le dit, size matters not, mais en agissant de la sorte, les Jedi se concentrent moins sur leur capacité physique et sont moins empathiques aux faiblesses des autres. C'est quand même très intéressant. Très intéressant de voir d'autres Jedi en mission, donc comme j'ai dit, Corran et Ganner, ça donne un peu l'impression de suivre Clone Wars, mais juste un petit peu parce qu'on se concentre beaucoup sur ces deux personnages-là dans les autres livres jusqu'à présent. Un truc qui est très intéressant, c'est comment un Coral Skipper, les vaisseaux des Yuuzhan Vong,
est conçu. Donc, ils envahissent la planète avec un agent biologique et font pousser littéralement le vaisseau depuis le sol, depuis l'herbe. Il y a aussi Jaina qui rejoint Rogue Squadron malgré son jeune âge. Les Rogue Squadron, c'est une équipe de X-Wing qui sont prisés parmi la Nouvelle République, qui sont vraiment, vraiment très puissants. Et justement, Jaina, c'est une très bonne pilote, donc elle a fait ses preuves et a été recrutée parmi eux. C'est quand même vraiment hot. Et Luke qui éclate 3 Yuuzhan Vong. Dans les films, même dans n'importe où, dans n'importe quel média, en fait, Luke, après l'épisode 6, est vraiment considéré comme un des plus forts Jedi de l'histoire de Star Wars. Dans Legend, surtout, dans Legend, en fait, les pouvoirs sont souvent très démesurés, mais Luke est montré vraiment comme un personnage très philosophique, qui pense avant d'agir, qui préfère beaucoup plus parler que d'attaquer, justement, parce qu'il voit que n'importe quelle forme de vie est importante, en fait. Il va pas agir avec haine, jamais. Il va tout le temps agir pour protéger ceux qui aiment et les plus faibles en tout. Et justement, à un moment donné, Jason se fait capturer par l'ennemi et, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, les Yuuzhan Vong utilisent des armures comme le symbiote en coup de Venom pour se protéger avec des grosses armures en coraux. Et justement, Luke se retrouve contre 3 de ces ennemis-là et les démonte facilement. Sans même suer un petit peu. Il est vraiment, vraiment impressionnant, Luke. Dans ce livre-là, justement, plus tard, il y a on va dire un char d'assaut fait de coraux qui est dirigé par les Yuuzhan Vong durant une attaque d'une planète. Et la bataille finale, en passant, est très, très cool. Justement, dans ce gros char d'assaut-là, qui est, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, les Yuuzhan Vong utilisent un système de trou noir à chaque fois qu'ils se font tirer dessus. Donc, ce trou noir-là absorbe l'énergie du rayon. Donc, Luke, en voyant ça, utilise la force afin de prendre ce trou noir-là et le projeter sur le char d'assaut. C'est très, très cool. C'est vraiment cool. Donc, justement aussi, la bataille finale est vraiment cool parce que Mara Jade, dans le premier, est infectée d'une maladie rare qui a tué une centaine de personnes qui on découvre que c'est à cause des Yuuzhan Vong. Elle est très faible, donc elle est envoyée sur la planète de Dantooine avec Anakin, comme je disais au début. Elle veut juste apprendre à se rétablir, à ne faire qu'une avec la force et tout. Et à un moment donné, les Yuuzhan Vong attaquent et elle se retrouve très vulnérable. Et c'est Anakin qui doit la protéger. Et justement, après ça, la Nouvelle République débarque pour protéger la planète. Et c'est vraiment une excellente fin que je recommande. Je recommande beaucoup cette lecture-là. Les 2 premiers sont vraiment bons. Le troisième, j'ai moins aimé ça, mais on va en parler plus tard. Par rapport aux points négatifs, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai quand même donné la note de 8,75, c'est très précis, sur 10, donc un B+. Donc c'était vraiment une bonne lecture, comme j'ai dit. Par rapport aux points négatifs, je dis même si je trouve ça cool, la force est beaucoup trop utilisée comme de la magie. Un Jedi moyen entraîné arrive à lever des gens avec un mouvement du doigt, alors que certains avancés arrivent peu à le faire dans les films ou séries. Euh, dans Clone Wars, dans les films, on voit souvent juste des gens transporter des objets avec la force, manipuler légèrement des gens et tout. Même aller plus vite, sauter plus haut, force push, plein des pouvoirs qui sont quand même assez basiques. En fait, dans l'univers Legends, il y a beaucoup d'exagération au niveau de la force. Surtout avec, justement, dans la trilogie de Tron, à la fin, on a un clone d'un Jedi fou qui contrôle l'entièreté de l'esprit. Il y avait des gens qui pilotaient un Star Destroyer. Donc, il me semble qu'il y avait 20 000 personnes dans un Star Destroyer et plus. Donc, on parle quand même de quelqu'un qui contrôle l'esprit de 20 000 personnes simultanément en parlant avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu too much, mais c'était quand même vraiment intéressant. Puis, même si c'est vraiment pas grave, ça, au niveau du style, en fait, c'est en anglais, donc je sais pas si ça a un rapport, mais il n'y a pas de synonyme, c'est tout le temps
En deux, trois phrases, on peut souvent voir le même nom qui revient tout le temps, comme Danny, 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 Leia faisait ça, Leia faisait ci, Leia, 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 Leia. Donc on a souvent des manques de synonymes. Ouais, il y a aussi, même si au départ, la mission avec Corran et Ganner, les deux Jedi Knights, était quand même intéressante. Ils ont vu qu'il y a des interférences sur la planète, donc ils se sont dit c'est peut-être les Yuuzhan Vong qui attaquent. Donc, ils se sont dit qu'ils allaient investiguer. Au début, c'était vraiment intéressant, puis à un moment donné, ça ralentit énormément dans le rythme. Même à la fin, quand il y a un petit combat entre les Yuuzhan Vong, c'était moins intéressant. Vraiment moins intéressant. Mais sinon, une très chaude recommandation encore. Donc, les deux premiers, jusqu'à présent, j'ai rien à dire, sont vraiment, vraiment bons. Pour ma deuxième lecture du mois, non, excusez-moi, la quatrième lecture du mois, j'ai lu Déchaîné par Henri-Anne Chevrier. C'est le deuxième livre de sa trilogie qui a commencé avec Incontrôlable. On parle d'un univers qui, en fait, c'est dans notre monde, c'est qu'il y a des magiciens. Les magiciens, c'est des gens qui contrôlent la magie grâce à la force de leur imagination. Donc, le concept est très cool. J'ai bien aimé le premier, mis à part un élément qui se retrouve dans le deuxième, mais on va en parler plus tard. Donc, par rapport à cette histoire-là, dans le premier, on avait Jonathan qui est incontrôlable. Incontrôlable, c'est quelqu'un il a beaucoup de difficultés à contrôler ses émotions. Donc, vu que les émotions sont liées à la magie, donc souvent, il va se passer des catastrophes naturelles et surnaturelles, en fait, à cause de Jonathan. Donc, sur leur île de Karka, qui est dans l'océan Atlantique, on a détruit littéralement une école à cause de qui s'est emporté par colère à un moment donné. Et justement, les habitants du coin commencent à être un peu tannés de ce genre d'agissement-là. Donc, avec sa sœur, ses deux sœurs en fait, Dorel et Cordelia, il va se lancer dans une aventure pour trouver une façon de contrôler ses pouvoirs. Donc, ça va le mener à affronter le département avec un grand D, qui est une institution qui vise à éliminer les magiciens, les envoyer dans des réserves qui sont contrôlées par des bornes qui annulent la magie. Et justement, à la fin du livre, il se fait implanter une puce. Donc, ses pouvoirs sont neutralisés, mais étant donné qu'il est incontrôlable, est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, c'est pour ça que, en fait, on se lance après ça dans le deuxième livre. Ça s'intitule Déchaîné. Donc, l'histoire, Jonathan, suite à la fin du premier livre, doit apprendre à vivre avec la puce implantée dans son cou qui neutralise ses pouvoirs. Cette dernière lui enlève sa magie, mais étant donné que la magie est illimitée et qu'il est incontrôlable, Nat arrive à déjouer les plans du département afin de le contrer définitivement. Donc, il va également aller, avec ses deux sœurs, aller sauver des gens dans une prison pour magiciens afin de renverser le département et tout et tout. Dans le premier tome, il y avait des pirates qui utilisaient un bateau volant pour secourir les magiciens. Donc, ces personnages-là vont être quand même importants, vont être présents durant tout le long. Il y a Cordelia qui est une magicienne assez importante. Il y a Dorel qui est la petite fille, la petite sœur qui est très drôle, très cool, très divertissante en fait, parce qu'elle utilise beaucoup sa magie de façon très comique. Là. Elle utilise des bottes roses, elle fait apparaître des chapeaux de pirates roses, elle dit que c'est une pirate. C'est quand même drôle. Là. C'est une lecture qui est plus pour les. Selon moi, là, je sais pas par rapport à l'autrice, c'était quoi son but. J'aime pas ça catégoriser non plus les livres. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire. Dire ah c'est un roman jeunesse, donc ce n'est pas bon. C'est un livre de populaire, donc c'est pas bon. Non. Mais on dirait plus que c'est plus orienté jeunesse, même si des fois il y a des bouts vraiment dark. Parce qu'on parle quand même que dans le premier, à un moment donné, on a Jonathan qui tue un garde, tue un personnage important, je vous dirais pas c'est qui, mais tu sais. Donc, on a quand même un ado, 13, 14, 15 ans. Je sais plus, si c'est mentionné dans le premier, je m'en rappelle plus exactement. Dans le deuxième, ça l'est pas. Mais c'est ça, on parle quand même d'événements qui peuvent être très dark. Et c'est ça. Donc, pour les points positifs, le concept est vraiment cool. J'adore comment l'imagination sert à la magie également. C'est également un point que j'aimais dans le premier. Donc, ça n'a pas changé. Je trouve que la manière d'utiliser leur imagination afin de créer de la magie, c'est vraiment cool. Surtout Cordelia, qu'elle utilise beaucoup le feu. Dorel, c'est l'eau. Jonathan, c'est plus le vent. Donc, c'est autant un point positif que je trouve que ça pourrait être plus poussé parfois par rapport à comment l'imagination peut servir, que pas juste utiliser les éléments. Ça, j'aurais trouvé ça plus le fun, genre
créent littéralement des maisons, des bateaux, des vaisseaux, ils peuvent tout faire avec leur imagination. Donc, de faire des trucs de base comme ça, j'ai moins embarqué. Mais ça restait quand même une bonne découverte pareil. C'est ça. Sinon, Dorel, la petite sœur, est toujours adorée. Elle est très, très, très adorable et drôle. On a également un gardien qui s'appelle Filius qui peut prendre l'apparence d'un escargot, d'un singe, d'un enfant, d'un dragon même à un moment donné. Donc, qui est quand même très utile, très, très, très sympathique aussi. Là. Tous les personnages secondaires sont cool. Il y a aussi un bout d'Orel dans un camp où que les machins se retrouvent pour se protéger du département. Il y a Dorel qui fait des cauchemars et Jonathan vient se coucher à ses côtés, regarder le plafond qui se couvre d'une constellation magique. Donc, c'est ça, il fait apparaître littéralement un ciel d'étoiles au plafond. Ça, c'était une bonne utilisation de la magie que je trouvais qui était plus unique, plus originale que les autres, que juste faire apparaître du feu, du vent et tout. Ça, je trouvais ça vraiment bien, très imaginatif, très poussé quand même. C'est simple, mais je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Sinon, aussi intéressant de voir que les magiciens qui fuient le département au contraire, sont le contraire des victimes qu'on pensait d'eux. Pour la plupart, sont sanguinaires, dérangés et souhaitant la mort des gens sans magie, en fait. Je trouvais ça quand même intéressant que finalement, tu sais, on se dit: «Ah, le département, c'est des méchants, ils veulent contrôler les magiciens, ça, enlever la magie parce qu'ils sont méchants». Mais tu sais, je me disais, c'est comme c'est placé sur des méchants juste pour être méchants. Mais là où c'est que je trouvais ça cool, c'est que dans la prison, justement, c'était des criminels, c'était des gens vraiment dérangés qui utilisaient la magie à des façons, c'était très diabolique, en fait, la manière qu'ils utilisaient souvent, même à la fin, il y en a des jumeaux qui utilisent leur pouvoir pour rentrer dans l'esprit des gens et les contrôler et ainsi tirer sur beaucoup de monde, faire des attentats terroristes et tout. Donc ça, je disais, des fois, ça peut paraître jeunesse, mais en fait, il y a des thèmes qui sont très, très plus poussés, en fait. Le point de vue que finalement, les magiciens, ça pourrait ne pas être les gentils dans l'histoire, que ça pourrait être le département, puis le fait qu'ils implantent des puces, ça serait pour la protection du monde, même si on dirait comme une approche, les X-Men, mettons, que les mutants, c'est des méchants, puis on devrait tout enlever leur pouvoir. Ça ressemble un petit peu à ça. Mais finalement, ça se contredit un petit peu vers la fin où c'est que justement le département il redevient un petit peu plus méchant, là, puis que la guerre peut commencer. Mais je trouvais ça intéressant de voir, mettons, que Jonathan, qui est le personnage principal, aurait pu juste voir comme les machins comme des méchants, puis finalement se joindre au département. Ça, j'aurais quand même trouvé ça bien. Et la fin est assez tragique, même beaucoup tragique, et très prenante. Par rapport au point négatif, ça c'était quelque chose qui était présent dans le premier tome. Jonathan est beaucoup trop négatif, mais beaucoup trop. Tout le monde l'énerve, il se fâche à rien. Je le trouve assez peu attachant, sauf quand il est sauf quand il est avec Dorel, sa petite sœur, qui la protège. Mais il s'énerve contre absolument tout. Et ça fait de lui un personnage qui est moins plaisant à suivre dans son histoire. Et ça reste le personnage principal. C'est ça qui est un peu dommage parce que les autres personnages secondaires sont quand même vraiment intéressants, sont très attachants. Et lui, je sais pas qu'il est mal écrit, simplement que il est tellement négatif tout le temps qu'à un moment donné, ça devient un peu lourd et c'est sur toutes les situations où chaque interaction sociale devient quelque chose de trop lourd pour lui et ça le devient un petit peu pour nous. Même s'il reste un ado, Jonathan est toujours en train de se contredire. Je veux dire que c'est pas quelqu'un qui il a peut-être pas un état d'esprit clair, il sait pas vraiment qu'est-ce qu'il veut, donc c'est un ado, là, ça c'est normal. Il se dit libre de faire ce qu'il veut, mais non, puis il recommence la boucle plusieurs fois, il regrette ses actions, puis non, il déteste quelqu'un, 2 lignes plus tard, ce n'est plus le cas. À un moment donné, il dit j'adore Filius, c'est mon gardien, mon meilleur ami. 2 chapitres plus tard, il le déteste, puis il lui dit ouvertement. C'est comme quelqu'un qui sait pas trop où se placer par rapport à ses émotions, et c'est normal, c'est un ado en même temps. Mais ça, le lire, c'était moins intéressant. Mais peut-être juste d'apporter une certaine nuance, peut-être. Là, je vais quand même lire le troisième parce que ça m'intéresse pareil, l'histoire. Mais c'est ça qui est plate, c'est que ce personnage-là est trop pessimiste. Mais en même temps,
Ça se veut intéressant parce que justement le développement de ses pouvoirs fait en sorte que il pourrait être le méchant du troisième livre. Donc ça pourrait être intéressant quand même. Je serais pas déçu si c'est pas le cas, mais ça peut quand même être de quoi de drôle. Ça peut être quand même de quoi d'intéressant. Les personnages qui sont toujours en train de dire à Nat qu'il ne pense pas ce qu'il dit, que ce n'est pas un méchant d'habitude, que ce n'est pas lui, etc. Le fait qu'il agit de façon méchante envers d'autres personnes, envers sa manière d'agir, d'être et tout. Clairement, s'il n'était pas tout le temps contre tout le monde, je comprendrais, mais pas là. Le fait qu'il le défende tout le temps, je peux comprendre, des amis, c'est fait pour ça, la famille, c'est fait pour ça, mais tu sais, sa famille est tout le temps en train de le défendre, puis tout de suite après dire que c'est un monstre, ben, tout de suite après le défendre, après ça. La petite cohérence, j'aurais mieux travaillé ça, je pense. Les contradictions, Nat veut juste prendre soin de sa famille, il se fout des autres magiciens. Quelques pages plus loin, il veut mener les magiciens vers une nouvelle ère. Tout ça alors qu'il se sentait mal que deux d'entre eux aient tué son ami. C'est ça, c'est plus par rapport aux contradictions, mais tu sais, euh, j'ai aucun vrai reproche tant que ça. C'est dans le sens que c'est son deuxième livre à l'autrice. L'autrice que je connais d'ailleurs, qu'on s'est rencontré au Salon du Livre de Sherbrooke plusieurs fois, et très très sympathique. J'aime beaucoup Incontrôlable, dans le sens que le concept m'intéressait beaucoup. C'est une nouvelle, c'est un livre frais quand même, c'est le fun à découvrir avec une belle histoire et tout. Déchaîné m'a un peu euh, pas déplu, là, je veux pas être, je veux pas être méchant. Il m'a moins intéressé que le premier. Le concept reste quand même bien et j'ai très hâte de voir dans le troisième comment cette histoire-là va se terminer. J'ai donné la note de 6.5 sur 10 là, à cause que justement on suit un personnage un peu trop négatif pour moi, mais pour tout le reste, les personnages secondaires, l'histoire en tant que telle, je la trouvais quand même intéressante. Et on termine le mois de mars avec le troisième livre de la série New Jedi Order qui s'appelle Dark Tide 2 Ruin. J'avais pas dit le nom de l'auteur pour le premier, c'est Michael A. Stackpole. Je sais pas si c'est comme ça qu'il le prononce, mais en tout cas. Donc, c'est la suite de Dark Tide 1 que je vous ai parlé. Celui-là, je l'ai moins apprécié que les deux autres. Pas nettement, c'était pas un mauvais livre, c'est juste que j'ai trouvé que ça traînait quand même en longueur. Donc, pour l'histoire, c'est la Nouvelle République poursuit les missions de reconnaissance afin d'en apprendre davantage sur le nouvel ennemi. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire par rapport à ce livre-là. C'est un bon livre, mais je trouve que la formule se répète beaucoup. Donc, pour les points positifs, on a la philosophie de Luke sur ce que devrait être un Jedi, des défenseurs de la paix plutôt que des guerriers offensifs. Les échanges avec ses élèves sont toujours pertinents. Ils veulent agir avec force, mais agissent avec leurs émotions. Alors que Luke, lui, c'est ça, c'est plus un pacifique un peu maintenant, même si il est très, très, très puissant encore, je le rappelle. Ça, c'est vraiment la dynamisme entre les Jedi, les nouveaux Jedi et le Maître Jedi qui est devenu Luke, qui est un point vraiment fort, je trouve, par rapport à cette nouvelle série-là. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant pertinent dans l'histoire, mais ça l'est et je suis très, très content. Euh, la mission de reconnaissance avec Ganner, Corran et Jason est cool. À un moment donné, ces trois Jedi-là sont envoyés dans une mission de reconnaissance pour en apprendre plus sur leur ennemi. Donc, le pattern, il se répète pas mal beaucoup avec le deuxième livre. Ils veulent en apprendre plus sur leurs ennemis, c'est très bien. Ils se font, il y a une embuscade et tout, donc ils doivent protéger un groupe de résistants. C'est une bonne scène, c'est juste que l'histoire avançait pas beaucoup, je trouvais. À un moment donné, quelque chose que je trouvais pertinent de faire, que je me suis dit, ah, ce serait bien qu'ils fassent ça un jour, mais ça s'est fait plus tôt que je pensais. Il y a une alliance entre les vestiges de l'Empire et la Nouvelle République. Il y a le retour de l'amiral Paleon, qui était le bras droit de Thrawn dans la trilogie de Thrawn, en fait. Je vais peut-être en parler un jour de ça, justement, si jamais ça vous intéresse. Je vais souvent en parler. C'est quand même une bonne référence pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Legends un peu. Le retour des Chiss,
Ça, c'est quelque chose de cool. Parlant de Tron, ben, justement, les schistes, c'est un peuple à la couleur bleue, yeux rouges, souvent cheveux noirs, lustrés vers l'arrière, qui est un peuple vraiment intéressant, qui agit avec stratégie, qui frappe très fort même, qui sont très, très, très forts dans les batailles spatiales et sont très, très intelligents. Une menace vraiment importante dans les livres de l'ère de la Nouvelle République. Et aussi, ben, justement, avec l'Empire qui un jour vient aider la Nouvelle République pendant un envahissement des Yuuzhan Vong, on a ben, les schistes qui sont là avec un des pilotes de l'Empire qui s'appelle Fel, qui est devenu plus vieux, mais qui a un fils maintenant, qui s'appelait le Baron Fel. Dans le premier, Ganner, le Jedi Knight, était très orgueilleux, très, très sur l'offensive, mais pas vraiment Jedi, il était vraiment un guerrier. Puis dans celui-là, suite à une défaite avec les Yuuzhan Vong, il va renoncer à sa fierté. Il est très humble après son dernier affrontement avec les Vong, justement, et ça fait vraiment de lui un personnage plus intéressant. Et ça, la préparation de la bataille finale sur Ithor est cool. Corran, à un moment donné, affronte un des commandants des Yuuzhan Vong pour la protection de la planète. Par rapport aux points négatifs, je dirais que c'est le livre New Jedi Order que j'ai le moins accroché. Je trouve que l'histoire traîne beaucoup. Rendu à la page 125, Luke est à la recherche d'une Jedi qui pourrait potentiellement chercher une super arme comme la Death Star, comme il y a aussi dans la Jedi Academy, il y avait le Sun Crusher, c'était une arme qui pouvait lancer une torpille dans un soleil et le faire exploser façon supernova. Mais ça, des super rampes comme ça, il y en a eu plein, plein, plein tout le temps. Donc, le fait de toujours avoir recours à des super rampes, je trouvais ça vraiment redondant dans les anciens livres. Et là, je trouvais que c'était pas nécessaire. Que, ben, c'est une Jedi qui a perdu son amoureux, en fait, un autre Jedi, veut se venger et trouver une arme qui s'appelle l'œil de Palpatine. Elle ne le trouve pas, mais je trouvais que justement ce passage-là était long, chiant, parce que finalement ça fait rien, ça fait juste un peu filler. T'as Luke et Anakin avec Mara Jade qui vont justement à la recherche de cette Jedi-là qui va essayer de trouver une arme capable de détruire les Yuuzhan Vong. C'était juste long et ça apportait absolument rien à l'histoire. Puis même à la fin, on n'en parle pratiquement plus. C'est ça. Et c'est plutôt redondant. Dans les deux Dark Tide, l'histoire se concentre beaucoup sur le fait d'aller à des planètes où l'ennemi va frapper et de se défendre. Pour le moment, l'histoire s'étire beaucoup. Et c'est là que ma peur par rapport au fait que ça peut être très long, les, euh, les 19 livres, je trouve pas que c'est plus bon. Je trouve que c'est juste moins intéressant déjà en partant qu'à à ce troisième livre, que l'histoire s'étire beaucoup, que ça devient redondant déjà au troisième livre. Donc, je trouve ça plus intéressant que les autres séries, que ce soit 9 livres que 19. Mais j'ai quand même espoir parce que le prochain livre de la série que je vais parler sûrement au prochain mois, c'est écrit par James Luceno, qui est également l'auteur d'un de mes livres Star Wars préférés, qui était Darth Plagueis. Donc pour ça, j'ai pas peur, donc j'imagine que ça va être des très bonnes lectures. Donc, mais sinon, par rapport à la note pour ce livre-là, j'ai mis un B-, 7.5 sur 10. C'est une bonne lecture. Il faut absolument le lire pour savoir le reste de l'histoire, évidemment. Il faudrait lire les 19, même si je suis certain qu'il y en a qui sont pas excellents. Mais je trouve que c'est quand même une bonne lecture, même si c'était pas le meilleur du tout des trois. Donc, pour le prochain mois, il va avoir dans mes vidéos le nouveau livre de Patrick Sénécal qui s'appelle Civilisé, que j'ai très, très, très hâte de découvrir et de vous faire découvrir par le fait même. Je vais essayer également de vous parler du livre un peu connu qui se nomme The Lord of the Rings, Fellowship of the Ring. J'ai très, très hâte. Et je vais essayer également de vous parler du prochain livre de la série de New Jedi Order qui se nomme Agents of Chaos 1 Heroes Trials, qui est écrit par James Luceno. Donc j'ai très hâte de vous en parler.
Donc, d'ici là, à la prochaine et j'espère vous voir plus nombreux encore sur mes vidéos, dans les commentaires, dans les likes, dans les partages. Faites ce que vous voulez là-dessus, tant que vous avez apprécié votre instant de ménage de vaisselle à mes côtés. Donc, on se revoit à la prochaine pour un prochain lance de lecture. Salut!